partiront dans le bonheur. Viens ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la paix, la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis. Nous serons la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Partagez le direct, invitez les amis, allez mettre le cœur. Partagez le direct, mettez du talent, allez mon bangade. Partagez le direct, invitez les amis, allez mettre le cœur. Tapotez, 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 allez tapoter. Partagez le direct, invitez les amis, allez mettre le cœur. Partagez le direct, mettez du talent, allez mon bangade. Partagez le direct, invitez les amis, allez mettre le cœur. Tapotez, 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 allez tapoter. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe et encore merci à toutes ces voyantes personnes qui prennent de leur temps pour nous suivre sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité pour essayer d'apporter nos parts d'idées en termes d'arguments sans chercher à vaincre qui que ce soit. Nous disons merci à tous les EPV et à toutes les personnes qui sont présentes en ce moment. Et sans plus tarder, le premier sujet de la journée concerne la contrebande du café vers le Burkina Faso. Un circuit de contrebande de café vers le Burkina Faso démantelé. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Yamoussoukro ont intercepté récemment un camion contenant des produits de contrebande sur l'autoroute au niveau de Lolobo, une sous-préfecture de Yamoussoukro, la capitale politique du pays. Le véhicule en partance pour le Burkina Faso a été ramené avec ses occupants à la brigade pour un contrôle minutieux. Résultat, 500 sacs de 100 kg de café, 1500 sacs de café vide et 511 lots de chaussures en plastique ont été sortis d'un camouflage à bord du dit camion. Les forces de l'ordre ont poursuivi l'opération de contrôle qui a également abouti à la découverte d'un entrepôt clandestin où il a fait son chargement. Une perquisition effectuée à l'intérieur de l'entrepôt a permis de découvrir la présence de 455 sacs de 100 kg de café, 5150 sacs de café vide, 19 cartons de matériel divers pour sanitaire, 19 cartons de gobelets, 101 cartons de serviettes hygiéniques, 909 paquets de chaussures en plastique et 47 casiers vides de fruits. Informé du travail réalisé par les forces de l'ordre, le délégué régional du Conseil Café Cacao de Yamoussoukro, M. Kone Ouassa, s'est rendu aux locaux de la brigade pour saluer l'opération menée et a permis d'arrêter ce trafic qui met à mal l'économie de l'État ivoirien. Les sacs de café réquisitionnés ont été mis à la disposition par les forces de l'ordre. Quant aux occupants du camion, à savoir le chauffeur, le convoyeur et l'apprenti, ils sont gardés à vue dans les locaux de la brigade pour suivre la procédure. Les enquêtes se poursuivent pour permettre de mettre le grappin sur le locataire de l'entrepôt. C'est une information tirée du banco.net. Et ici, ce que l'article explique, on a attrapé des gens, ce sont des Burkinabés, qui, dans leur véhicule, dans leur camion, il y avait plusieurs sacs, plus de 500 sacs de café. Et tout cela partait avec plusieurs autres objets, et tout cela partait au Burkina. Et donc, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on avait pensé qu'après la crise de 2010, jusqu'en avril 2011, on avait pensé que le réseau d'exportation de nos produits
commerciaux comme le café, le cacao étaient arrêtés. Mais bizarrement, c'est quelque chose qui ne s'est pas arrêté, puisque ce qui se passe là, ça s'est passé cette semaine-là. Et donc, malheureusement, ce sont des grosses pertes pour l'État ivoirien. Et nos dirigeants gagneraient à veiller au démantèlement de ces réseaux de la manière la plus ferme, parce que du côté du Ghana, c'est l'anacarde et le cacao qui sortent illégalement. Du côté du Burkina, comme vous le voyez, c'est le café. Mais il y a aussi beaucoup de nos produits vivriers. Voyez-vous, souvent les gens se plaignent que la vie est chère, la vie est ceci. Mais il y a beaucoup aussi de nos produits vivriers, ce qu'on devrait consommer, qui sortent illégalement et qui va, malgré l'interdiction, nos produits vivriers, ce qu'on devrait manger, les produits vivriers sortent pour aller vers ces pays-là. Et donc, il y a une complicité même des forces de l'ordre aussi. Parce que ceux qui sont formés pour ce métier, que ce soit les douaniers, les policiers, ils ont la capacité de bien savoir ce que ces véhicules-là renferment en termes de contenu. Mais peut-être, je dis peut-être, ce n'est pas évident, que ce véhicule-ci, peut-être que le convoyeur, le chauffeur et peut-être les apprentis, ou bien ceux qui étaient dans ce véhicule-là n'ont pas voulu collaborer, ou bien ont voulu peut-être abuser en passant, sans peut-être donner les mangements des uns et des autres. Sinon, ce n'est pas un fait anodin et ce n'est pas un fait singulier. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait et c'est quelque chose qui se faisait depuis bien longtemps. Et donc, c'est très malheureux. Il faudrait que ce genre de situation puisse cesser. Mais cela ne cessera que à travers la rigueur des autorités policières et douanières pour mettre radicalement fin à cet état de fait. Sujet numéro 2. Projet pilote 40 minibus abidjanais. Les 15 derniers Baka remis ce jeudi 11 novembre 2023. Ça, c'est pour les collègues de M. Berthet. Les 40 bus que le ministère des Transports avait décidé de donner aux différents chauffeurs, ce n'était pas cadeau. On donne aux chauffeurs, c'est bien enregistré, ils vont travailler puis payer. Et donc, le projet pilote, là, on devait essayer avec 40 minibus abidjanais. Donc, il y avait 25 qui avaient été donnés. Il restait 15. Les 15 là, c'est hier jeudi 11 c'est le jeudi 11 novembre, s'il vous plaît, que ces derniers 15 Baka ont été remis. Donc, c'est de cela qu'on est en train de parler. S'il vous plaît, c'était le jeudi 16. Le jeudi 16 novembre 2023. Donc, c'était hier que les derniers Baka ont été remis. Et donc, le ministère ivoirien des Transports a livré 15 minibus type Baka aux conducteurs de véhicules de transport urbain basés dans la commune de Yopougon et Abobo. C'était le jeudi 16 novembre 2023 dans les locaux de Star Auto, ex-Mercedes, à Marcory Zone 4, rue Pierre et Marie Curie. Cette dernière livraison s'inscrit dans la suite du projet 40 minibus abidjanais et le vaste projet de renouvellement du parc automobile, dont 25 avaient été livrés en mai 2023. M. Diomandé Koné, directeur du cabinet du ministre des Transports, a, au nom du ministre Amadou Koné, salué la vision du président de la République qui a fait de l'amélioration des conditions de mobilité des populations son cheval de bataille. Il a invité les heureux bénéficiaires à suivre les consignes du ministre des Transports pour la professionnalisation du secteur. Après une première vague de remise de 25 minibus de transport de personnel montés par l'industrie ivoirienne à travers Sotra Industries à usage Baka, destinés à des conducteurs de véhicules de transport urbain basés pour cette phase pilote dans les communes de Yopougon et Abobo, au mois de mai 2023, par le ministre Amadou Koné, les 15 derniers véhicules Baka ont été remis ce jeudi en présence du directeur du cabinet du ministre des Transports, M. Diomandé Koné. En effet, dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile, ce projet marque un important virage additionnel d'amélioration des conditions de mobilité des populations. Le rajeunissement du parc automobile, acté ce jour, contribue selon M. Diomandé Koné non seulement à l'amélioration de l'offre des transports, mais également à la lutte contre la pollution de l'air
aussi à la création d'emplois et de richesses pour les couches défavorisées. Il s'inscrit aussi au titre des réponses à l'appel du chef de l'État à l'endroit des Ivoiriens et surtout des jeunes, car l'année 2023 a été décrétée comme l'année de la jeunesse. Les 25 premiers bénéficiaires qui exploitent leurs véhicules depuis le mois de mai 2023 suivent à la lettre les consignes données par les services du ministère des Transports avec les résultats encourageants tant au niveau de la tenue des comptes de remboursement qu'au niveau des entretiens des véhicules en passant par le respect des lignes recommandées. Certains bénéficiaires font même plus d'efforts que le peloton en remboursant plus vite le montant journalier prévu. Merci à ceux-là pour leur engagement, a rappelé M. Dioman Koné. Donc, on va s'arrêter là un peu. Donc, quand le gouvernement du président Ouattara a décidé en mai, là, sur les 40 Baka, c'est d'abord un projet pilote pour voir comment ça va marcher. Parce qu'ils ne sont pas bêtes. On ne veut pas verser le véhicule et puis les gens vont disparaître avec. Donc, ils ont fait 40 véhicules. Dans les 40 véhicules, là, ils ont choisi d'abord 25. Et les 25, là, ils ont dispatché ça entre Abobo et puis Yopougon. Maintenant, quand ils ont fait là, 1, ils ont formé les chauffeurs là. 2, ils leur ont montré comment ils doivent être professionnels. 3, ils leur ont montré la ligne qu'ils doivent suivre. C'est-à-dire que tu ne roules pas n'importe comment. 4, ils leur ont montré que ces véhicules-là, ce n'est pas cadeau. Tu es venu prendre là. On va te suivre et tu vas payer. Et donc, pendant la cérémonie qui s'est tenue hier, 16 novembre 2023, le directeur du cabinet du ministre Amadou Koné a reconnu que vraiment les premiers 25 individus ou personnes, si vous voulez, qui ont reçu ces véhicules-là, non seulement ils exploitent bien ces véhicules, mais la question c'est pourquoi ils exploitent bien ces véhicules? Ils exploitent bien ces véhicules-là parce qu'ils savent que quand ils vont finir de payer, c'est pour eux. Et donc, ça doit être un exemple pour tous les chauffeurs de Baka de bien entretenir les véhicules. Deuxième, c'est que le ministère leur a dit, et ce sur quoi ils se sont entendus là, le directeur du cabinet du ministre dit vraiment, en tout cas les 25 premières personnes là respectent toutes les consignes qui leur ont été données et que c'est encourageant. Et surtout le remboursement. Parce que ceux qui ont pris les premiers, si eux ne remboursent pas, on ne pourra pas donner à ceux qui viennent. Et donc là, c'est pour vous tester. Et donc, il a aussi remarqué que ceux qui ont pris les véhicules là, vraiment ils remboursent. Et il allait même plus loin pour dire qu'il y a certains là, c'est du là-haut. Tellement il aime l'argent, il dit il y a certains du là, et ils viennent là. Si c'est un exemple, je prends. Si c'est 10 000, il doit donner chaque jour là. Lui, il vient, il donne 30 000. On dit, mais toi, tu es pressé. Il dit, ah, ça là, on n'a jamais vu ça. Oh. Attends, je vais faire vite, je vais avoir mon Baka. Ça fait 30 ans que je groule Baka, je n'ai jamais eu Baka. Je n'ai pas pensé que j'allais avoir Baka. J'ai eu une telle opportunité. Donc, il y a des doulas là, eux viennent là. 10 000 qu'ils doivent payer par jour, là, ils payent en même temps 30 000. Le directeur de cabinet même dit, Adam, vous êtes pressé. Ils disent, ah, nous, on est plus que pressé. Et donc, ça aussi, c'est très encourageant parce que non seulement ça montre qu'il y a des gens très bien, mais c'est encore encourageant parce que ça peut donner confiance aux autres. Et on peut les utiliser comme des exemples pour dire aux autres, voyez-vous, eux, ils ont pris, on avait dit en 2 ans, ils devaient payer, mais il a fini de payer en 1 an et demi. Et quand c'est comme ça aussi, la personne peut aujourd'hui aller encore réclamer un deuxième Baka. Voyez-vous. Et vous-même, les chauffeurs, là, vous n'allez plus être en train de rouler pour les gens. Maintenant aussi, dans les conditions là, vous ne devez pas travailler avec les syndicats. Et ça c'est un point qui est très, très, très difficile. Mais il faudrait que vous teniez. Et s'il y a des manquements, vous signalez ça au ministère pour pouvoir ramener ces personnes-là rapidement. Parce que ces syndicats sont là rien que pour profiter, pour augmenter, pour rendre la vie dure aux chauffeurs et pour augmenter les tarifs sur la population. Il va falloir que d'une manière ou d'une autre, si vos amis sont en train aujourd'hui d'avoir des véhicules, de travailler là, vous ne pouvez pas vous asseoir, vous n'avez pas de véhicule, vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez pas de taxes, et vous venez vous enrichir plus que les chauffeurs, plus que les propriétaires de véhicules. Je crois qu'à travers ce projet-là, on va tuer le secteur des comment on appelle ça, des soi-disant syndicats que vous êtes, pour essayer d'assainir ce secteur-là. Imaginez-vous un chauffeur de bois qui a son propre véhicule. Frère, tu es à l'aise, tu roules comme tu veux, tu entretiens ton véhicule comme tu veux, tu n'as pas à rendre compte à un djoulachier, tu es tranquille dans ta tête, tu peux te donner le jour que tu veux travailler, tu contrôles ta petite vie. Voilà l'objectif. Et quand c'est comme ça, quand toi-même ta vie, ça va là, tu vas faciliter aussi la vie aux transporteurs. Et pardon, à ceux que vous transportez. Et donc, certains bénéficiaires font même plus d'efforts que le peloton, en remboursant plus vite les montants journaliers prévus.
Merci à eux pour leur engagement, a rappelé M. Diomon Kone. Notons que pour cette opération, qui vise dans sa phase pilote les conducteurs des 2 plus grandes communes d'Abidjan, à savoir Yopougon et Abobo, devra réussir pour qu'elle s'étende à tous les transporteurs de la Côte d'Ivoire. Ils disent donc pour que eux ils aient le courage de continuer à aider les Ivoiriens, il faut que les 40 véhicules qui ont été donnés là, vous vous comportez bien. Là, quand c'est comme ça, eux vont se dire, comme c'est comme ça, on va maintenant étendre ça à tous les transporteurs de la Côte d'Ivoire. Mais si ça ne marche pas, on va arrêter aussi. Les réformes du ministre des Transports depuis 2012, l'ambitieux programme de modernisation du système de transport entrepris par le président de la République, axé autour de la construction d'infrastructures routières, du projet de rajeunissement du parc automobile, de l'offre de transport de masse de qualité et de sécurité routière, se poursuit sans relâche et commence à produire des résultats qui font de notre pays une vitrine en la matière. Toute cette politique de réforme engagée par le gouvernement est traduite sur le terrain par le ministère des Transports à travers les réformes profondes et ambitieuses dont les résultats sont visibles par l'amélioration de la qualité de vie et la qualité de service du transport. Il s'agit de l'introduction du système de transport intelligent par la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation, l'introduction du permis à points, la création de la base de données unique du ministère des Transports, la mise en place de nouvelles immatriculations de véhicules automobiles, lancée depuis le 1er juin 2023, qui permettra de corriger de nombreuses imperfections en termes de qualité et de disponibilité des plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, ce qui facilitera le traçage des véhicules automobiles sur la voie ouverte et la circulation publique par la vidéo-verbalisation. Ces importants efforts entrepris par M. le ministre des Transports au nom du gouvernement sous la haute autorité du chef de l'État et sous la bienveillance direction du Premier ministre visent à doter le secteur du transport routier de matériel roulant neuf, contribuant ainsi à l'amélioration de la rentabilité de l'activité de transport et la création de richesses, a fait savoir M. Diomon Kone. Ces conseils aux bénéficiaires. L'ensemble des bénéficiaires des véhicules Iveco du présent projet, tout comme les autres conducteurs routiers, devront, selon M. Diomon Kone, suivre auprès de nos services la formation des certificats d'aptitude à la conduite routière, appelé le CACR, afin d'améliorer leur performance au travail. Donc, tous ceux qui veulent bénéficier de ces véhicules-là, vous devez d'abord suivre une formation au ministère des Transports. Et quand vous allez faire cette formation-là, tous ceux que vous voyez là, ils ont reçu le certificat d'aptitude à la conduite routière qu'on appelle le CACR. Et une fois que cela est fini, chers bénéficiaires, je voudrais, à travers votre exemple, marquer une pierre blanche la vision de M. le ministre des Transports en professionnalisant le secteur. Professionnaliser un secteur, c'est aussi être capable de se respecter soi-même et respecter aussi ceux qui font vivre votre secteur, c'est-à-dire les clients. Et donc, imaginez-vous un médecin qui est n'importe comment. Est-ce que vous-même, vous aurez le courage de vous coucher pour qu'il vous ouvre le ventre? Et donc, se professionnaliser, vous n'avez pas d'autre choix. Il faut que vous soyez professionnel. Il faut que vous donnez envie. Il faut que vous forcez le respect des clients. Il faut que vous forcez le respect. Avant, les chauffeurs n'étaient pas n'importe qui. En tout cas, quand on était petit, au mois de 405, la parole du chauffeur, c'était la parole de Dieu. Quand le chauffeur dit non, ça c'était des vieux chauffeurs qui étaient très consciencieux de ce qu'ils faisaient. D'abord, n'était pas chauffeur qui le voulait. Berthe peut témoigner ici. N'était pas chauffeur qui le voulait. Et les chauffeurs étaient tellement bien organisés à cette époque-là, n'importe qui ne parlait pas à leur place. Et les règles étaient bien connues. Et aucun chauffeur ne pouvait les violer. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait rien. Tout allait bien. Mais depuis qu'on a permis, et moi je le dis sans embâche, depuis qu'on a permis que les Maliens, les Burkinabés et les Guinéens surtout sont venus se mettre là pour dire qu'ils sont syndicats, c'est fini. On maltraite les Ivoiriens. Ils n'ont pas de véhicules, mais ils sont devenus plus riches que les propriétaires de véhicules et autres. La majorité des syndicats là, ce sont les Guinéens et les Maliens. Très peu de Burkinabés là-dedans. Et ils ont transformé ça en un domaine de banditisme qui est devenu aujourd'hui une mafia sur la tête des transporteurs, sur la tête des chauffeurs, sur la tête des clients. Ils font n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas leur pays. Et ce ne sont pas leurs parents. Parce qu'un vrai Ivoirien ne peut pas faire souffrir ses parents comme ça.
J'en appelle à votre sens élevé d'une gestion rigoureuse, sérieuse, responsable, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, tant sur le plan technique de la gestion et des suivis de ces véhicules que sur celui du respect de vos engagements vis-à-vis des services du ministère des Transports qui ont bien voulu contribuer à la mise en œuvre effective de cet important projet. En français simple, il faut que vous respectez la loi. Non seulement vous devez respecter la loi sur la route, c'est-à-dire les panneaux de signalisation, les codes de conduite, mais vous devez aussi respecter les engagements que vous avez pris avec le ministère des Transports pour ne pas que vous laissiez une mauvaise expérience qui va fermer la porte aux autres. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, Diaby Ibrahim, a, au nom des transporteurs, rendu hommage au président de la République et a remercié le ministre des Transports, M. Amadou Koné. C'est une information tirée du service de communication du ministère des Transports. Sujet numéro 3. La césarienne à gogo. Nécessité médicale ou business déguisé? Et la réponse, moi je la donne tout simplement. Aujourd'hui, quand tu vas dans les hôpitaux, il suffit qu'une femme soit enceinte, on crée tout un tas de stratagèmes, tout un tas de raisons farfelues pour lui dire « Ah, il faut aller faire césarienne ». Et c'est devenu la mode en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est parce que toutes les femmes vivant en Côte d'Ivoire sont devenues incapables d'accoucher naturellement? Ou bien il y a quelque chose derrière? C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Et ce quelque chose-là, c'est devenu un business aujourd'hui pour les médecins, pour les docteurs, pour le monde médical. Sinon, nous sommes africains, à la fin de la journée, nos mamans dans les villages là, elles connaissent. Il y a des médicaments, la femme est comment là. Il suffit d'écraser ça là, on lui donne là, dans les 1 heure du temps qui suit les accouches. Il y a un grand problème, c'est qu'on abandonne nos traditions, nos médicaments, alors que c'est l'une des forces de l'homme africain. On abandonne ça. Aujourd'hui, il n'y a même pas des Africains qui connaissent des médicaments traditionnels. Et ça fait que nous ne sommes ni avec la nature, ni avec la modernité. On est laissé dans le vide comme ça. Et quand un individu, tu es dans le vide là, mais forcément les loups vont profiter de toi. Et les loups ici, c'est le monde médical moderne. Il y a très peu de personnes qui ont de la conscience professionnelle et qui se disent, on va profiter des gens. Et l'une de leurs cibles favorites, ce sont les femmes enceintes. Quand elles viennent, c'est pas ma parente, donc on va la déchirer, enlever l'enfant et puis passer à autre chose. Et puis c'est rapide et puis ça nous fait rentrer de l'argent. Cela a commencé depuis le temps où le président a rendu les grossesses, leur suivi jusqu'à l'accouchement gratuit. C'est à partir de ce phénomène-là que la montée en puissance des césariennes a été aussi une réalité. Parce que les gens se sont rendus compte, on peut faire ça vite, avoir beaucoup d'argent et puis passer. Les accouchements par césarienne sont de plus en plus comme un effet de mode. 5 femmes ayant accouché récemment, avec lesquelles nous avons échangé, l'ont toutes fait par césarienne, aussi bien dans les hôpitaux publics que dans les privés. L'on a l'impression que la pratique de la césarienne est devenue presque systématique. Des médecins, des parturientes, des sages-femmes en parlent. Dame Odé, la trentenaire révolue, a mis au monde un petit garçon le 1er octobre 2023 dans une clinique d'Abobo. Pour son cas, le médecin traitant a noté, peu avant la date d'accouchement indiquée par l'échographie, qu'elle devrait être opérée. Ma grossesse a évolué convenablement. J'ai bien suivi les soins prénataux, affirme-t-elle. Puis vient l'annonce de la césarienne. Le 8 septembre 2023, je me suis rendu à l'hôpital parce que je souffrais du paludisme. Après la consultation, le médecin a mentionné dans mon carnet que je dois accoucher par césarienne, alors que la date de l'accouchement prévue par l'échographie était le 24 du même mois. Finalement, on m'a opéré le 1er octobre 2023, explique-t-elle. Quant à Madame DF, 23 ans, domiciliée à Yopougon, son opération y a été faite le 27 septembre 2022. Alors que l'échographie était prévue une date plus proche, c'est-à-dire le 23 septembre. J'ai été suivi dans une clinique. Quand je devais accoucher, c'est une autre clinique qui a fait l'opération. La première clinique ne disposait pas de bloc opératoire, précise-t-elle.
La quarantaine entamée, Nadège portait une grossesse à risque du fait de son âge. Donc, pour limiter les risques, elle a accepté l'avis de son médecin qui lui a proposé l'accouchement par césarienne. Je suis à mon 4e enfant. Les 3 premiers l'ont été par voie basse. Mais pour ce dernier, vu l'âge et certaines conditions de santé, j'ai respecté les conseils du professionnel qui m'a suivi depuis le début. J'ai accouché à l'hôpital Houphouët-Boigny, nous confie Nadège sur un air de satisfaction. Les raisons qui favorisent le recours fréquent à la césarienne sont multiples et variées. Elles partent d'un point de vue purement médical au respect de la loi jusqu'au comportement inapproprié des parturientes. À en croire Dr YA, gynécologue, l'objectif est de sauver des vies. Au terme d'une grossesse, lorsqu'on constate une complication, ou bien si la grossesse a évolué dans un corps souffrant d'une maladie chronique, une mère séropositive qui ne doit pas transmettre la maladie à son bébé pendant l'accouchement, un bébé qui vient par les pieds, etc. C'est autant de cas qui nécessitent la césarienne, nous apprend le gynécologue. À côté des cas purement médicaux, la peur de commettre une erreur punissable amène de plus en plus les sages-femmes à orienter directement certaines femmes vers les blocs opératoires pour mettre le bébé au monde. On ne perd pas le temps avec une femme qui n'a suivi aucun traitement prénatal, déclare Clarisse, qui revendique 15 années d'expérience. Notre hiérarchie est de plus en plus regardante sur nos prestations. Si on tente de faire accoucher une femme qui ne s'est pas prêtée au suivi prénatal, on s'exposerait au renvoi, au cas où les choses tournaient mal. Donc, chacun assume sa responsabilité. Amenant. Délégué médical côtoie plusieurs professionnels en charge de la maternité. Selon elle, la pratique de la césarienne est devenue récurrente, souvent par la volonté des parturientes. Allez-y voir dans certaines grandes cliniques du pays. Il y a des femmes qui estiment que l'accouchement par voie basse est beaucoup plus douloureuse. Donc, elles préfèrent donner de l'argent, peu importe le montant pour se faire extraire l'enfant du ventre, nous informe-t-elle. Le coût de la césarienne varie en fonction des circonstances et de la formation sanitaire. Selon les informations reçues du 143, qui est le numéro vert du ministère de la Santé, la césarienne au niveau des établissements publics est gratuite lorsqu'elle n'a pas été prévue lors des soins prénataux. Autrement dit, lorsqu'une complication survient pendant l'accouchement, nécessitant une intervention chirurgicale, une telle opération est gratuite. Par contre, celle qui a été prévue lors des soins prénataux est payante. En ce qui concerne les accouchements par césarienne dans les cliniques, c'est naturellement payant. Le prix part de 170 000 et évolue en fonction du standing de la structure d'accueil. MDF a déboursé la somme de 250 000 francs CFA pour l'opération de sa femme dans une clinique de Yopougon. J'ai une assurance d'un taux couverture de 100%, mais la clinique a exigé que je paye une partie en liquide pour ensuite m'arranger à me faire rembourser par mon assurance plus tard, confie notre interlocuteur. Dame OD, qui a accouché dans une clinique à Abobo, a déboursé la somme de 170 000 francs CFA. Quant à Nadège, bien que l'opération ait été prévue, elle a su user de ses relations pour ne payer que la somme de 20 000 francs CFA destinée à l'achat du kit de l'opération au CHR d'Abobo. Les conséquences de la pratique systématique de la césarienne sont à la fois positives et négatives. Elles sont positives dans la mesure où cela permet de réduire considérablement le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile en Côte d'Ivoire. Toutefois, dans un contexte de cherté de la vie, une césarienne est souvent financièrement éprouvante pour plusieurs bourses. En plus, lorsqu'elle est pratiquée une première fois, les grossesses suivantes sont susceptibles de subir le même sort. Et ce, en dépit des 3 ans recommandés entre la première césarienne et la prochaine grossesse. C'est une enquête tirée de lebanco.net. L'article est beaucoup intéressant
parce que ça donne beaucoup d'informations. La première information que l'article nous donne, c'est que la césarienne est devenue aujourd'hui quelque chose qui se pratique beaucoup en Côte d'Ivoire, plus que d'habitude. Et au début de mon intervention, j'avais dit aussi que nous nous sommes éloignés de notre état de nature, c'est-à-dire notre tradition et autres. Sinon, il y a beaucoup de nos mamans qui connaissent aussi certains médicaments. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve en face d'un monde médical où les médecins nous disent qu'il y a beaucoup de femmes enceintes, quand elles sont en voie d'accoucher, ne pouvant plus tenir la douleur, elles demandent la césarienne. Elle nous explique aussi que les femmes qui ne vont pas suivre la grossesse correctement, là, qu'elles-mêmes, là, aujourd'hui, elles ont peur parce que leur patron leur dit, une femme qui n'a pas de considération pour sa propre vie, qui n'a pas de considération pour son enfant, en ne faisant pas suivre sa grossesse, quand tu viens comme ça, là, elle-même, elle ne se fatigue même pas, elle te dit, alors on va t'opérer là-bas et puis on va passer. Et donc, elles le font pour se protéger. Troisième chose qu'il faut savoir, si tu as fait suivre ta grossesse dans un hôpital public, du début jusqu'à la fin, et puis on ne t'a pas parlé de césarienne, mais que le jour de l'accouchement, on constate que vraiment il y a des complications, si on doit te faire une césarienne là, tu ne payes même pas 5 francs. Si c'est dans un hôpital public. Ça aussi, c'est une information qui est bonne à savoir. Maintenant, le numéro vert du ministère de la Santé, c'est le 143. Ça aussi, c'est une information qu'il faut retenir. Et une autre information qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, là, avec les produits chimiques qu'on consomme tout là, l'homme traditionnel, c'est-à-dire l'homme qui vivait dans un environnement où il n'était pas exposé aux produits chimiques dans sa nourriture, n'est pas comme l'homme moderne aujourd'hui. Quand je parle de l'homme moderne, c'est nous qui sommes soumis aux produits chimiques à travers notre alimentation. Donc les femmes aujourd'hui, là, il y a beaucoup, une fois que vous atteignez l'âge de 40 ans, les grossesses là, ça devient très à risque. Et donc, comme pour dire, ah non, Dieu a fait grâce, il y a une femme de 75 ans, elle a accouché. Si tu continues comme ça, là, tu vas mourir un jour. Donc là, à partir de 40 ans, là, vraiment les grossesses, là, faites beaucoup attention. Et donc ça aussi, c'est l'une des raisons qui fait aussi qu'il y a des césariennes. C'est vraiment très important. Et puis quand tu fais une césarienne, là, tu as accouché par césarienne, là, il faut attendre au moins 3 ans avant de prendre une première grossesse. Ça, c'est la recommandation médicale. Et donc, si les gens ne respectent pas toutes ces conditions, ça met finalement la vie de la dame même en danger. Ah, la femme a accouché, 1 an après, elle tombe enceinte. Mais même si tu es un robot, là, si on te dépièce chaque fois, ça ne pourra pas aller. Et donc, il y a aussi toute une gamme de procédures et je dirais même de méthodes qu'il faut que les populations adaptent. Et il faudrait que nos dirigeants du monde médical expliquent cela aux populations pour qu'elles comprennent bien. Parce que on a toute l'impression que c'est devenu un business. Et que les gens ne se fatiguent plus. Ils font ça à la chaîne, tu viens, on t'ouvre, on enlève l'enfant et puis on passe. Mais il y a certaines raisons où c'est expliqué. Et il y a certaines raisons où c'est justifié. Maintenant, les césariennes, en fonction de là où tu vas, le prix peut varier. Mais le prix moyen, c'est 170 000 pour aller jusqu'à 250 000. Mais si tu vas dans la clinique où les boss vont là, il faut t'apprêter. Donc, voyez-vous, il faut vraiment une campagne d'explication pour permettre à nos populations de bien comprendre et de savoir les choses. Maintenant, il faut que les patients soient beaucoup respectés. Les patients nous rapportent que, surtout dans les hôpitaux publics, le respect du patient n'est pas la chose la plus évidente. Les personnes qui sont là-bas n'ont pas du tout de respect pour les patients. Dans le public, je n'ai pas dit le privé, le public. Et ça, il faudrait que ça cesse. L'hôpital est un endroit pour mettre en confiance le malade, pour mettre en confiance celui qui ne se sent pas bien. Mais quand toi-même tu as du corps médical et tu t'en fous du patient, tu parles n'importe comment et c'est pas joli, c'est pas joli. Et ça, ce sont des choses qu'il faut corriger. Et cela nous fait passer au sujet numéro 4 qui est le dernier. Niamey, c'est au Niger. Guillaume Soro chez la mère de son fils. On en sait un peu plus sur la présence de Guillaume Soro au Niger. Guillaume Zéro était à Niamey.
lundi 13 novembre 2023, où il a été reçu en audience par le chef de la junte militaire nigériane. Dans cette opération, Zéro Guillaume a bénéficié de 2 soutiens. 1. Il a bénéficié du soutien du djihadiste président malien Assimi Koufa Goïta pour la logistique. C'est bel et bien Assimi Goïta qui lui a payé le billet d'avion. Pour l'appui concernant l'audience et surtout celui de la mère de l'enfant qu'il a eu avec une femme nigérienne. Selon nos sources, la dame en question qui répond au nom de Nana Nana Ibrahim, est un membre influent du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Formation politique de Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger. Au passage, le général Tiani, chef de la junte nigérienne, est proche de Mahamadou Issoufou. La connexion a donc été facile. Ce qu'on est en train de vous expliquer là, pour que Soro Guillaume parte au Niger, comme vous avez vu là, il y a 2 personnes qui l'ont aidé. Il y a d'abord Assimi Goïta qui lui a payé son billet d'avion, avec aussi un passeport diplomatique malien. Mais en plus de cela, il a eu un enfant avec une femme. Elle s'appelle Nana Ibrahim. Elle est membre du parti de Mahamadou Issoufou. Mahamadou Issoufou là, c'est lui qui a dit à Tiani de faire coup d'État contre Bazoum. Pour simplifier les choses, pour que vous compreniez bien. C'est Mahamadou Issoufou là qui a dit à Tiani de faire coup d'État contre Mohamed Bazoum. Donc aujourd'hui là, celui qui pilote les djihadistes, comment on appelle, les putschistes là, c'est Mahamadou Issoufou. On a déjà fait des articles, on a démontré cela. Et donc, comme Nana Ibrahim, la femme avec qui Soro Guillaume a eu un enfant qui a, je crois, 7 ans aujourd'hui là, elle est membre de ce parti de Mahamadou Issoufou. C'est ce Mahamadou Issoufou là qui a dit à Tiani, vous pouvez recevoir Soro Guillaume et essayer d'être à ses soins. Mais c'est d'abord Nana Ibrahim, la femme là, qui a approché Mahamadou Issoufou pour informer maintenant Tiani. Au passage, le général Tiani, chef de la junte nigérienne, est proche de Mahamadou Youssouf. La connexion a donc été facile à établir. Avec Nana Ibrahim, Guillaume Soro a un garçon de 7 ans dénommé Ryan. L'enfant que Soro Guillaume a avec la Nigérienne, l'enfant là s'appelle Ryan. D'aucuns parlent de 2. On dit à certains qui disent que c'est même 2 enfants. Elle est d'origine Tamashek et Zarama. Elle est Touareg mélangée à Zamrama. Ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, Zamrama là, c'est pas Zamrama, on dit Zarama. C'est nous les Ivoiriens qui transformons pour dire Zamrama. Mais de toute façon, elle est d'origine mélangée Touareg qu'on appelle Tamashek et puis Zamrama. C'est ce qu'elle est. C'est elle qui a pesé de tout son poids afin que Soro Guillaume soit reçu par le général Tiani. Dans la vidéo diffusée, quand nous en avons fait un décryptage poussé, on se rend compte de la froideur du général Tiani. Venu de l'Inde, Soro Kibafori Guillaume a atterri au Mali le 2 novembre 2023. Et donc, parmi ces 3 passeports diplomatiques, service et ordinaire, 2 ont expiré. Diplomatique et service. Et ça vient confirmer ce que je vous avais dit en fin 2021, que Soro Guillaume voyageait avec un passeport diplomatique malien. Et si vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'ai dit que Soro Guillaume, il était au Mali parce que son passeport diplomatique avait expiré, s'il y a certains qui s'en souviennent. Le dernier passeport de Soro Guillaume expire le 14 octobre 2024. Aux autorités maliennes, il a souhaité un passeport diplomatique pour ses déplacements. Donc vous voyez que ça vient confirmer ce que je vous avais dit. Que vaut un passeport diplomatique du Mali mis au banc de la communauté internationale? Qu'à cela ne tienne, Zéro Guillaume, apparu amaigri dans les médias, ne peut séjourner en Afrique de l'Ouest que dans le triangle infernal, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, où règnent des putschistes pour espérer humer les effluves de palétuviers
pendant que son épouse et ses enfants se cherchent à Abidjan. Peut-être espèrent-ils bénéficier de leurs conseils dans la façon de déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'était un article de M. Yacouba Doumbia, qui est un analyste et un observateur averti. Et donc, si on vous donne tous ces détails-là, pour les bons élèves de la classe, on vous a dit tout ça là ici, peut-être de façon dispersée. Voilà, c'est pour vous dire que l'autorité ivoirienne suit de très près tout ce qui se passe et saura prendre ses responsabilités en temps voulu et saura faire respecter la règle et la loi des Ivoiriens pour ne pas que la Côte d'Ivoire devienne un pays de désordre. Chers tous, vous pouvez faire confiance aux autorités ivoiriennes. Elles ne vont pas faire dans la dentelle. Si cet individu, à travers n'importe quel pays, s'amusait à vouloir jouer avec le destin de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous allons terminer avec l'éditorial de Mère Blanc. Quand on aura fini cela, on va laisser rapidement la parole aux uns aux autres et on va leur donner exclusivement 10 minutes pour ceux qui voudraient participer et on va mettre rapidement fin au direct pour pouvoir partir au travail. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité, sans oublier tous nos auditeurs. Mon édito aujourd'hui a pour titre Soro. D'aucuns voudraient que Soro soit porteur de pathologies incurables, ce qui expliquerait son désir de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Il est vrai que le kidam a une couleur de peau qui vire au fluo. Mais les signes qui nous ont alertés depuis son départ d'Abidjan, il y a environ 5 années, est une pathologie psychiatrique. Oui, Soro développe des signes d'une schizophrénie avérée. Pourquoi? 1. Soro dit une chose et son contraire en même temps. À ce propos, nous avons des preuves à foison. À propos de ses relations au président, il s'était violemment opposé au fait que ce dernier l'avait appelé son fils. Et aujourd'hui, il se considère en tant que tel. Un jour père, il s'est dit très important avec des amis aux 4 coins du monde, dont le président Macron, et les jours impairs, il dit s'être fait renvoyer de tous ces pays, c'est-à-dire tous les pays où il a posé sa valise. 2. Son incapacité à demeurer en place. Soro, tel un malade mental, traîne sa bosse partout. Tel le furet, il court lamentablement. Sa dernière apparition nous montre un homme amaigri avec des souliers de 2 tailles plus grandes et des chaussettes dépareillées. En discutant avec une connaissance, celle-ci m'a dit que Soro souffrait du mal du sang, ce que l'on appelle chez moi le nyama. Il paraît que celui qui tue est persécuté par le dernier regard de sa victime sur lui. De toutes ces nombreuses victimes, je ne connais qu'Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, et je reste convaincu que Soro ne se relèvera pas de l'avoir tué après l'avoir dépossédé de son combat. Merci et à bientôt. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et je profiterai ici pour saluer notre aîné Tanguy TKS, ainsi que toutes les personnes qui sont en ce moment présentes ici. Le phénomène Soro, nous le disons encore à nos dirigeants, ne prenez point pitié et ne négociez point avec celui-ci. J'ai eu à réaliser beaucoup de vidéos et surtout les 2 dernières vidéos que j'ai eu à réaliser, j'ai décrit le portrait psychologique de l'homme, tout comme vient de le faire Mère Blanc, avec ses agissements et dans le passé et dans le présent. C'est quelqu'un qui est inscrit foncièrement dans une volonté de nuisance. Et ça, il veut le transformer en règle en Côte d'Ivoire. Il faut un régime puissant, un régime droit comme celui du docteur Ouattara pour décourager et mettre fin à cette forfaiture. Et nous comptons sur le régime du docteur Ouattara pour ne pas céder. Quand aujourd'hui, Soro va se mettre avec les djihadistes pour lancer le message que ceux-ci vont être une base arrière pour lui, pour faire mal à la Côte d'Ivoire, nous disons que cet individu ne peut pas être plus fort que 30 millions d'Ivoiriens et l'individu, on ne va pas lui permettre
de continuellement déposséder les Ivoiriens de leur joie de vivre. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Pour tous ceux, toutes celles qui voudraient prendre la parole, signalez-vous, nous sommes à la 27e minute. Donc, jusqu'à la 32e minute, on va boucler la liste de ceux qui veulent appeler. Donc, si vous avez envie d'appeler, quelle que soit la raison, pour appeler, vous partez sur votre propre Messenger. Le Messenger, c'est là où vous faites des appels et où vous recevez des appels. C'est ça qu'on appelle Messenger. Le Messenger est différent de Inbox. Le Messenger, quand on t'appelle sur Facebook, là où tu vois, il y a dessin de téléphone, là, et puis tu parles avec les gens, là. C'est ça qu'on appelle Messenger. Tu vas là-bas, tu tapes éclaireur, pro-vérité en un mot, et puis tu mets BIS, B-I-S. Une fois que tu as mis tout ça, tu vas voir, si tu n'as jamais communiqué avec moi, tu écris une première fois pour dire « Je souhaite prendre la parole ». Comme on n'a jamais communiqué, quand je vais te répondre « Ok, vous aurez la parole », ça va débloquer la ligne. Là, maintenant, moi-même, je vous appelle. Et une fois que vous appelez une fois, n'appelez pas une deuxième fois. Parce que quand vous appelez, ça vous enlève de votre position de première personne pour vous remettre à la dernière place. Donc, un seul appel est suffisant. Et en fonction de cela, on va vous prendre pour vous permettre de pouvoir vous exprimer. Donc, tous ceux qui veulent appeler, nous sommes à la 27e minute. Vous avez 5 minutes pour vous signaler si vous voulez la parole. Et en fonction des personnes qui seront dans les 5 minutes, on va pouvoir leur donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Alors? Cher frère. Oui, bonjour cher mère, comment allez-vous? Je vais très très bien. Et toi-même? Dieu merci, tout va très bien. Ok, comme aujourd'hui est dimanche, je te souhaite un bon dimanche, un bon vendredi là-bas. Merci beaucoup. Dans la santé, dans la miséricorde d'Allah. Amen. Merci beaucoup, cher mère. Et à vous également. Merci infiniment. Vraiment, tu as touché un gros point aujourd'hui concernant les femmes. L'accouchement, voilà, des femmes. C'est clair, moi souvent aussi, je vais venir à mes soeurs africaines, à mes soeurs femmes comme moi. Ok. Pour dire que c'est ce fléau de césarienne là, c'est maintenant là. Je dis, tu ne peux même plus entendre quelqu'un accoucher, tu es obligé de demander par contre à césarienne. Tout le monde césarienne. On n'arrive plus à comprendre. Vraiment, parce que moi je me dis aujourd'hui, peut-être avec le développement de la médecine, les femmes pensent que je n'ai pas dit celles qui ont des problèmes. Celles qui ont des problèmes, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, quand une jeune fille enceinte, la première des choses à quoi elle pense, je vais faire césarienne. Et quand tu lui demandes pourquoi tu veux faire césarienne, je te dis, il y a des raisons que les femmes donnent aussi, ça vient de leurs hommes. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui disent qu'une femme qui pousse un enfant, que ce n'est plus la même chose, je ne sais pas, c'est que ce n'est plus la même chose là, je ne sais pas, parce que nous, nos mamans, qui ont fait plusieurs enfants, là, c'était pas la même chose là, nos papas n'allaient pas partir vers nos mamans. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que des hommes disent à leurs femmes, moi je préfère que il y a beaucoup d'hommes qui disent à leurs femmes enceintes qu'ils préfèrent la césarienne, hein. Il y a plein. Aujourd'hui, quand tu vois sur les réseaux, surtout quand tu regardes sur les réseaux sociaux, les influenceurs souvent qui disent que quand tu accouches par césarienne, c'est mieux qu'à voix basse, parce que quand tu as une femme qui a fait césarienne, une femme qui a fait voix basse, ce n'est pas la même chose. Moi, je me demande comment c'est pas la même chose. Tu comprends, il y a ce fléau là aussi. Et puis, il y a un autre truc encore. Comment on appelle ça là? Quand les femmes vont à l'hôpital aujourd'hui, je sais qu'il y a le marketing de ça aussi. Parce que même ici, ça se fait. Ici, quand tu accouches par le médecin qui te fait accoucher par césarienne, avec le médecin qui se fait accoucher par la voie basse, là, c'est pas les mêmes factures. Quand tu regardes là, la facture de l'accouchement par césarienne est toujours plus élevée. Il n'y a pas si tu comprends. Donc, il y a ce fléau-là aussi, il y a ça aussi qui se passe. Mais nos sœurs, là, elles-mêmes, là, ce sont elles-mêmes souvent qui la plupart, ce sont nos sœurs, là, même qui préfèrent accoucher par cézarienne. Parce que je ne sais pas pourquoi elles pensent que moi j'ai fait des accouchements, je n'ai pas fait des césariennes parce que je me suis dit, tant que je n'ai pas de problème, quand on me dit que je ne suis pas en danger, pourquoi aller faire une césarienne? Pourquoi aller me faire déchirer? Il y a combien d'accouchements qu'on peut faire par césarienne? Les gens ne nous disent pas plus de 4 accouchements par césarienne. Mais par voie basse, tu peux accoucher jusqu'à 20, si tu peux. Donc je n'arrive pas à comprendre quand les gens s'asseyent, ils disent non, les césariennes, il y a les femmes, nos soeurs en femmes enceintes là aussi là, sont un problème. Et leurs maris aussi sont un problème. Parce que souvent c'est leurs maris même qui leur disent de faire de la césarienne. Il y a plein qui sont comme ça. Donc celles qui s'adonnent à ça, celles qui sont problème, en tout cas il y a un problème de part et d'autre quoi. Voilà. Et comme je suis une femme, j'ai trouvé que c'est un sujet qui nous concernait. Donc je me suis dit, c'est l'accouchement.
et que les femmes se disent, quand tu accouches naturellement avec quelqu'un qui a accouché césarienne, si vous mettez les deux là, vous allez voir qui est plus en santé que qui. Maintenant, il y a le fléau aussi de la péridurale. Comment vous appelez ça? Nous, on dit épidurale ici. C'est péridurale, non? Ouais, épidural. Yeah, je vois. C'est épidurale. Et aujourd'hui, là, par exemple, les filles ne veulent même plus accoucher sans prendre ça. L'éclaireur. Moi, quand j'étais ici, je ne connaissais pas, puisque je n'avais jamais parlé à quelqu'un qui a une fois essayé ou pas. Moi, je ne connaissais pas. J'ai fait des accouchements en prenant ce truc-là. Mais quand je devais faire l'autre, j'ai dit non, aujourd'hui, on m'a dit tout est beau, je ne touche à rien, je vais boire. C'est vraiment pénible, ça fait mal. Mais une fois que tu accouches, c'est comme si tu mentais. C'est-à-dire, tu es tellement, quand tu finis d'accoucher l'enfant, tu es tellement. Du coup, j'ai regretté même pourquoi j'ai pris ce truc-là. Et aujourd'hui, je suis dans la quarantaine, je sens ce type de péridurale-là toujours sur mon dos. Donc, c'est pour vous dire que vous, les femmes qui avez pris ça là, quand vous êtes jeune, vous ne savez pas ce que vous attend. Mais quand vous allez commencer à prendre de l'âge, c'est là où vous allez comprendre que vous êtes fait vous-même du tort. Qu'on se dit la vérité. Et quand on nous dit que les accouchements après 40 ans, que c'est pas bon là. Je comprends aujourd'hui pourquoi on nous dit ça. Parce que pour faire un accouchement naturel là, il faut être vraiment en forme. Il faut pouvoir tenir la douleur. Alors une fois qu'on commence à prendre de l'âge, l'organisme n'est plus la même chose. Donc c'est tout à fait normal qu'on nous dise de vite faire les enfants avant l'âge de 40 ans et après 40 ans c'est risqué. Ça, je suis d'accord. Mais pour dire que les césariennes là, nos femmes, nos filles là sont beaucoup dedans. Ce sont elles-mêmes qui demandent souvent. Souvent, même une vient de ta soeur te dit, je vais accoucher tant. Tu dis, mais comment tu sais que j'ai fait césarienne? Donc, ça veut dire que c'est toi-même qui as fait le choix, au fait. Donc, moi, c'est sur ce côté-là, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup et vraiment désolé. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Merci à vous tous. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur, ça va? Dieu merci, tout va très bien. Et la petite famille? Ça va? Ok, Dieu merci. Que la grâce divine soit. Merci beaucoup. Okay. Donc, on va vous laisser vos 10 minutes. D'accord. Ok, bonsoir à toute la classe, bonsoir à toute la classe, bonsoir à tout le monde. Aoussou, Alexandre, coucou. Ouais. Ok. Vraiment, éclaireur, il m'a bloqué aussi. Tu m'as bloqué, sinon il allait frapponner. C'est pas grave. Ok, ce que je vais dire, c'est intéressant. Je dis, les Français qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont le marché de métro là, les Français qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont le marché de métro là, le papa Amadou Koné, je dis, Touré Mamadou, je dis, pardonnez, les jeunes qui vous ont accompagné dans les élections de municipalité, régionales là, pardonnez. Si vraiment ils ne veulent pas être les sacs à main là, s'ils refusent d'être les sacs à main, s'ils ne sont pas vraiment des sacs à main là, qu'ils aillent travailler sur les travaux du métro là, ils n'ont qu'à aller travailler. En 2024 là, fin 2024, je dis, il faut que le métro là, ça roule. Comme ça, c'est... je suis freiné, on m'a freiné là encore. Les gens de, comment on appelle ça? Vous les Seigneur. J'ai dit, prenez ces jeunes-là, ils vont aller travailler dans les travaux du métro pour qu'en 2024, là, métro là soit là. Voilà, je voulais parler de... Il y a transport dans Côte d'Ivoire là, mais comme Éclaireur dit toujours, il y a des gens là, ils sont là en train de murmurer. Bon, c'est normal, hein. Ceux qui murmurent à gauche et à droite, ils voient le danger et puis ils sont incapables d'appeler ou bien de faire des vidéos. Mais si vous n'êtes pas obligé de vous montrer, mais vous pouvez juste filmer et puis vous expliquer, puis vous balancer. C'est mieux à se prendre, comme j'ai dit hier par rapport au bébé là, il ne peut pas savoir que c'est vous. Filmer et puis comme ça, partager. Comme ça, là, ça va vraiment avoir beaucoup de vues. Comme vous avez vu, il y a un ministre à l'époque, là, c'est hydraulique, là, qui allait faire barrage
D'ailleurs, par rapport à lui, sa maison là, vous avez vu comment ça a pris et puis les gens ont partagé. Il allait casser son mur là. Donc vous pouvez faire pareil. Donc les transporteurs de Côte d'Ivoire là, comme on a dit là, les Maliens, les Guinéens, les BFF, tous ils sont la même chose. C'est tous ceux-là qui font les lois là-bas. Si vous savez qu'aujourd'hui au campement là, quartier d'Ivo là, s'il y a des maisons, voilà des gens qui ont eu des terres, qui sont propriétaires là-bas, à force d'aligner les maisons en bois baraque là, ils ont acquis comme ça des terres. Ça, c'était au départ, c'était des locations de terre. Mais aujourd'hui là, quand les vauriens de la République là, les merdeux là, ceux qui foutent rien dans Côte d'Ivoire là, qui ont été présidents là, c'est ceux-là qui ont provoqué vraiment ces inondations de déchets humains qui sont venus foutre la merde en Côte d'Ivoire, qui sont devenus propriétaires de Côte d'Ivoire. Alors que chez eux, là, vous savez que vous avez déjà vu des gens filmer bagarre d'un Ivoirien, 100%, par rapport aux faux soi-disant vrais Ivoiriens là. Vous les avez vu en train de faire vidéo bien bagarre pour dire ah, ici c'est ma terre, tu ne touches pas. Mais en Côte d'Ivoire là, et à force de faire la guerre n'importe comment là, jusqu'à il y a le prix du sang là, sanguinaire là, qui est en train de rôder, et puis les gens voient qu'il est un danger. C'est lui qui peut faire des femmes versées partout dans le monde. Parce qu'on ne peut pas dire seulement que c'est en Afrique. Partout où il parle là, ah, maman Massata Blanc. Cette tâche de l'homme de poche là, c'est ça il utilise partout où il va. Il n'y a rien qui doit bouger devant lui. C'est l'homme de poche qu'il utilise pour faire ce qu'il est en train de faire là. Dans sa banque au pays qui pense que si elle est rentrée, c'est pour voir si les gens vont la toucher. Ma chère, ton sorodium là, il m'apprend partout où il va. Il veut rien voir bouger. Bon, il m'apprend. Tu vois cette vidéo. Mais là, tellement que tu as ton cou qui est serré là. Ton cou qui est serré, on a l'impression que tu as goitre. Oui, voilà des mères sans père, des enfants sans père. À cause de qui? Vous, Soro, qu'on c'est une fille de l'Ouest. Comme fille de l'Ouest, où ça? Vous êtes là, vous retardez la jeunesse. Vous passez votre temps à prendre le sang des Ivoiriens. Mais le sang des Ivoiriens, par exemple, on dit vous êtes Ivoiriens. J'ai dit la jeunesse, si vous êtes malin là, réveillez-vous. Arrêtez de jouer les bébêtes, les sacs à main, les sacs à patates, on dit sacs de pommes de terre. Comme ça, vous allez savoir de quoi on parle. Sacs de pommes de terre là. Quand vous êtes là, vous trimballez derrière vous, et puis les gens sont en train de vous donner les petits miettes là. Mais si vous êtes maudit, dites-nous en même temps, on va arrêter de trop parler sur vous. Dites si vous êtes maudit là. Parce que là, il y a tellement de malédictions par rapport à, je vous ai déjà dit, des gens qui prennent l'argent tous les jours. Voilà, éclairez-moi, il m'a freiné. Donc je vous dis, allez-y travailler sur les travaux de métro de Côte d'Ivoire là. Comme ça, les bacamans là, ils vont arrêter les foutaises qu'ils sont en train de faire là. Mon chéri Cyclone, oui, les bacamans là, les transporteurs, vauriens nous traitent là. Des manipulateurs là, qui ont pris tout dans Côte d'Ivoire là, puis on peut rien dire là. Les gens même ont peur, comme je vous ai dit. S'ils dénoncent là, il y a certains là, quand on va les dire là, et il n'y a pas d'autopsie, il n'y a pas d'autopsie, il n'y a pas de choses qu'on peut s'enquête. Donc souvent la peur au ventre. C'est vrai, on est en Europe ici, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire. Mais là-bas, là, les gens ont tellement peur de filmer tout ce qui est mauvais, dangereux. Mais ils sont coincés. Mon éclaireur promettait, ils sont coincés. Même quand tu sais que dans ta famille, voilà quelqu'un qui est en train de travailler pour que le pays avance. Eux-mêmes, là, ils changent les marques de voiture. Ils passent sur le pont que le monsieur a fait. Mais une fois, ils m'ont dit que voilà où ton président là habite. Pendant ce temps, ils sont en train de marcher sur le pont Bédier, que c'est le Prado qui a construit. Donc, pour vous dire que ces personnes-là, c'est eux qui font que, aujourd'hui, là, les étrangers, là, même ils encouragent les saletés d'étrangers, là, voisins, là, de venir faire ce qu'ils sont en train de faire. Si Aoussa, ou bien, peu importe, le pays ou bien l'ethnie qui a déposé un enfant dans le coin, et puis pour pouvoir braquer les gens, là, si ça se passe, ça se déroule, c'est pas Aoussa qui faisait disparaître les hauts rois des hommes. Donc, imaginez. Donc, si la jeunesse est dedans, là, mais je ne sais pas comment ils vont faire pour évoluer. Il faut vraiment aller travailler. Arrêtez de... Même si vos mères ou bien, je ne sais pas quoi, ils s'exposent aujourd'hui avec les soi-disant ennemis d'hier, ils sont en train de s'exposer. Si vous êtes malin là. Et les gars, quittez dans ça, je vous dis en même temps, quittez dedans. Vous avez vu comment ils sont malos? Vous avez vu comment ils se foutent de vous? Continuez.
Comme éclaireur dans 10 minutes là. Là, il n'y a pas feuille devant moi aujourd'hui. Hein. Mais je ne voulais pas parler, mais j'ai dit parler quand même. Okay. J'ai fini mon éclaireur. C'est 10 minutes. Ok. Vraiment, merci beaucoup, cher mère. Merci pour ce que vous avez dit. Vous avez soulevé des questions très importantes. Allô? Oui, j'étais là et je vous écoutais. Allô? Oh, allô? Oui, alors, on vous entend. Je n'entends rien. Ok. Donc, C'est coupé? ok. Il me semble... Allô? Oui, moi, je vous entends parfaitement. Ah, d'accord. Ok. Et donc, je disais que vous avez soulevé deux problèmes extrêmement importants. Quel que soit ce qu'on va dire, si les jeunes eux-mêmes ne vont pas vers le travail ne viendra pas vers eux. Donc là, quelqu'un qui aime ses 5 doigts là, cette personne doit se lever aussi pour aller mettre ses 5 doigts dans un travail. Ce que vous dites, vous parlez à leur place, vous les encouragez. Aujourd'hui, l'année de la jeunesse, les jeunes qui grouillent, comme on le dira au pays, arrivent à trouver leur petite place au soleil. Et donc, c'est à chaque jeune de se lever et de se dire que ma vie, là, je dois la construire pour arriver à quelque chose d'utile. Mais vous avez soulevé un problème qui est encore plus que très important. Le problème des terres. Même hier nuit, j'en parlais avec quelqu'un. Aujourd'hui, les Maliens, et surtout les Maliens, un jour, ça va nous poser un problème. Les terrains que les Ivoiriens peuvent avoir 1 million, 2 millions, eux viennent y mettre 10, 15 millions. On n'est pas contre quelqu'un, mais on est pour rappeler à l'autorité la loi qui dit que ce sont les Ivoiriens qui peuvent posséder des terres en Côte d'Ivoire. Sauf erreur de notre part. La loi est bien claire là-dessus, ne peut posséder les terres que les Ivoiriens. Comment se fait-il que des Maliens payent des terres? Comment se fait-il que des étrangers possèdent des terres en Côte d'Ivoire? À n'en point finir. Demain, ça va devenir un danger. Et je peux même vous dire, dans certaines parties du nord de la Côte d'Ivoire, comme à Ouangolo, ce sont les Burkinabés qui vendent la terre aux gens là-bas, à Ouangolo-Dougou. Je ne parle jamais sans preuve, s'il vous plaît. On a des preuves où ce sont des Burkinabés à Ouangolo-Dougou qui vendent la terre, qui sont les intermédiaires, qui sont ceux qui font la vente des terres entre les personnes. Est-ce que les Ivoiriens peuvent vendre un lopin de terre au Burkina, au Mali ou en Guinée? Chers Ivoiriens, apprenons à nous respecter en respectant nos propres lois. C'est parce qu'on ne se respecte pas nous-mêmes. On ne respecte pas nos lois. C'est ce qui fait que tout le monde dit que la Côte d'Ivoire est devenue un passoire. C'est devenu un WC public. Parce que par contre, ils ne vous disent pas que le Mali, là, que c'est un endroit public. Hein. Ils ne vous disent pas que le Burkina, c'est pour tout le monde. Ils ne vous disent pas que la Guinée, c'est pour tout le monde. Mais fièrement, ils vous disent que la Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et effectivement, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, là, les brigands, les dangereux individus qui menacent la vie de nos parents qui sont chaque jour en train d'aller au travail dans les différentes gares, là. Très peu sont ivoiriens là-dedans. Très peu sont ivoiriens là-dedans. À un certain moment, il y a des problèmes là. Il faut dire les choses. Si ceux qui font n'ont pas honte, si ce qui se fait là, tout le monde voit, mais personne ne peut dire là, nous on va dire. Et puis on va dire les vrais noms aussi. Ce sont les Burkinabés, les Guinéens et les Maliens qui posent toute cette chiennerie en Côte d'Ivoire. Il faut avoir le courage de le dire. À un certain moment, nous autres, ça finit par nous sortir par les pores. Tandis que d'autres sont en train, on leur a permis de s'enrichir dans beaucoup de secteurs d'activité. On leur a permis de vivre en harmonie avec les Ivoiriens. Maintenant, ils restent ici et on vient de découvrir une nouvelle réalité. C'est que le concert de Salif Keïta, cher mère, qui devrait avoir lieu aujourd'hui, là, déjà, il voulait profiter de ça pour lever des fonds pour aller remettre ça au régime militaire. Oh Seigneur mon Dieu. C'est hier nuit, j'ai eu cette information. Déjà, les concerts qu'ils étaient en train d'organiser là, c'était pour réunir des fonds pour aller donner ça aux différentes jeunes du Burkina, du Mali et du Niger. Bon, regardez des choses comme ça. Et puis les reçoivent comme soi-disant c'est un gouvernement. Non, et donc à un certain moment, si les gens sont en train de tourner autour du pot, soit par faiblesse ou même par honte, nous on va dire la vérité aux uns aux autres. On est contre personne. On est contre personne. Mais on ne peut pas voir des gens qui ne sont ni transporteurs, qui ne sont ni propriétaires de véhicules, en train d'avoir des millions par jour, en martyrisant nos populations, en changeant les prix du transport. Mais finalement, les gens, ils ont raison de se moquer de nous. Entre-temps, ces gens, s'ils viennent là, ils sont là, ils payent des terres, on leur donne des terres n'importe comment. Et demain, quand les Ivoiriens auront besoin de terres, qu'est-ce qu'on fait?
on va se retrouver dans le même problème palestino-israélien. Et ça, en violation avec toutes les règles. Dans nos mairies, la constitution ivoirienne est claire. Quelqu'un est ivoirien, si ta maman ou bien ton papa, si l'un de tes parents est ivoirien là, tu peux être ivoirien. Mais aujourd'hui là, il n'y a pas le droit de sol en Côte d'Ivoire. Comment se fait-il qu'il y a des Burkinabés qui naissent, il y a un coup, ils disent non, moi aussi je suis ivoirien. Il faut qu'on soit sérieux. Parce qu'on a donné 10 000 francs à quelqu'un à la mairie, lui il laisse faire les papiers. Bon, voilà le pays dans lequel on vit. Et les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Bon, nous on a parlé de ça. Mais tout le monde sait que tout ce qui se passe là, c'est pas bien. Parce que demain là, ça va devenir une gangrène sur la tête de nos enfants, sur la tête des générations d'Ivoiriens qu'on va laisser, qui seront des étrangers dans leur propre pays. Si c'est ce qu'on veut, ayons le courage de leur dire ça en face maintenant. Que chers enfants, dans 10, 20, 30 ans, vous allez être des étrangers en Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, là, nous, vos parents, là, on a vendu nos terres là, aux étrangers. On a fait de notre fichier de naissance, de nos registres de naissance, là, des passoires où tout le monde peut venir s'inscrire dessus avec 10 000 francs et puis on passe. Et là, comme ça, là, nos enfants vont dire, nos parents ont été tellement lâches et indignes qu'ils ne nous ont pas caché la vérité, ils nous avaient avertis. Parce qu'à un certain moment, on a beau accuser les autres, il faut s'accuser soi-même d'abord. Et ça, il y a une faiblesse de l'autorité ivoirienne, il y a une faiblesse de nous-mêmes, les populations, parce qu'une population qui pardonne tout est une population sans conscience et une population faible. On n'a pas dit de s'attaquer à quelqu'un, mais vous les Ivoiriens, si c'est pour vous combattre entre vous, Guéré Wabé et son palab, Gagou Djoula et son palab, Bété Baoulé et son palab, là vous êtes champion dans ça. Mais allez dans tous les pays d'Afrique. Quand il s'agit de ce qui arrange leur population, là, tout le monde est un. Et puis ils défendent leur population. Allez au Niger, demandez si un Ivoirien peut être chauffeur de taxi là-bas. Ça même c'est long. Cher mère, vous connaissez Diagou, le propriétaire des banques là. Il est parti au Niger, il a voulu faire une banque là-bas. Parce qu'on dit que tout le monde peut circuler dans la CEDEAO. Je n'ai pas menti sur lui. Si maintenant je mens sur lui là, il n'a qu'à poser plainte contre moi à l'aéroport d'Abidjan. Quand je vais descendre, ils n'ont qu'à m'attraper. Oh, je vais l'expliquer. Il est parti, il a mis la banque, ils ont laissé. Quand il a fini là, les gens ont bloqué tout. Ils disent non, 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 un Ivoirien ne veut pas créer une banque ici. Allez me demander, il y a combien d'Ivoiriens qui ont des boutiques à Bamako? Il y a combien d'Ivoiriens qui ont des restaurants, des hôtels à Conakry? Oui, je parle de Jean Kakou Diagou. Mais à un certain moment, est-ce que nous, Ivoiriens, on doit s'asseoir pour dire non, 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 de toujours pardonner aux autres? On ne pardonne que quand le pardon peut être utile pour celui qui pardonne et pour celui à qui on pardonne. Celui à qui on pardonne là, si le pardon peut le permettre de changer pour ne plus faire le mal là, on peut pardonner. Ou bien si je pardonne, sachant que le pardon que j'ai accordé là, ça peut me rendre plus grand là, c'est là qu'on pardonne. Sinon tout le reste c'est de la lâcheté. C'est de l'inconscience. Et donc autant il faut critiquer. C'est parce que les Ivoiriens ont permis que tout ça arrive, que ça arrive. Sinon si on avait montré les limites des étrangers en Côte d'Ivoire là, ils n'auraient pas dépassé les bornes. Le cabri regarde toujours dans les yeux du propriétaire avant de rentrer dans sa maison. Et donc, chèrement, on a dit ce qu'on avait à dire. On espère bien que les gens vont entendre et que chacun à son niveau, notre administration publique est devenue un passoire où quelqu'un même quitte aujourd'hui, vient, il prend un papier. La dernière fois, ils ont attrapé plus de 140 migrants. Quand on a fouillé dans les 140 là, il y avait seulement 20 qui étaient ivoiriens. Il y avait seulement 20 qui étaient ivoiriens. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Et le problème ne fait que devenir de plus en plus grave. Demain, quand on va dire qu'on a attrapé des djihadistes, ou bien qu'il y a des gens qui ont posé des bombes dans des pays qu'on respecte et qui nous respectent, et que ce sont des Ivoiriens, on va être étonnés. Mais ces gens-là s'en foutent. Justement, c'est parce qu'ils ont une haine contre la Côte d'Ivoire. Comme nous, on s'est ouvert comme un passoire, ils viennent prendre nos papiers, ils vont faire de la prostitution en Europe, ils vont faire des crimes à travers le monde, et ils s'en foutent. À partir du moment où ils ont fini de faire ce qu'ils ont à faire, quand on dit que c'est un Ivoirien, lui-même il sait qu'il n'est pas Ivoirien. Mais à un certain moment de la vie, il faut se dire la vérité. En tout cas, nous, on a soulevé le problème. On a dit notre part de vérité. Et on va voir si changement il y aura, et du côté de nos dirigeants, et du côté de nous-mêmes, les populations. Mais en tout cas, en ce moment-là,
les terres ivoiriennes se vendent comme des petits pains aux Maliens et aux Burkinabés, surtout aux Maliens, qui viennent les payer comme s'il n'y a rien, et puis on est là, on regarde. Et ça fait très mal, parce que ça craint pour l'avenir. C'est ce que j'allais ajouter, chère mère. Merci beaucoup, mon éclaireur. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Merci. Et bien des choses à toute la famille. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Au revoir. Ok. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, cher René. Oui, Oui. bonsoir. Oui, comment Bonjour, allez-vous? mon frère. Comment vas-tu? Je vais très bien, vous-même? Oui, Ok, Dieu ça merci. va très bien, Dieu ça va merci. bien. Dieu merci. Ok, j'ai dit bonjour à tout le monde, hein. Lama Ouragan, bonjour à toi depuis ta position, Mané Faoussou, Mamadou Fadiga, Salik Kone, Tori Sanogo, Maman Nina Kwadjo Pauline, Martine Ouya, Martine Théa, la grande sœur Mouyamou, Massiata Blanc, nous souhaitons, la grande sœur Fina Koura, à tout le monde, hein. Et Claude, je veux répondre sur le problème de terre. Mais avant d'accuser même des étrangers, accuser nos propres parents. Un étranger ne quitte pas dans son Mali natal ou bien Burkina, Guinée, je ne sais quoi encore, même le Liban, pour venir payer les terres. Cette loi a été votée à l'unanimité, même si au père son âme en sous-pitié, qu'elle ne peut acquérir une terre en Côte d'Ivoire que celui qui est d'origine ou bien qui est de nationalité ivoirienne. Mais entre-temps, la législation même avait autorisé sous Gbagbo faisait de facto des étrangers qui se mariaient directement à une femme ivoirienne. Et comme il y a certaines de nos soeurs qui sont naïves, elles se mariaient à des étrangers, même par proposition, hein, comme ce qu'on appelle le fake mariage, ne serait-ce que pour obtenir la nationalité ivoirienne. Moi-même, à son temps, même pour être transporteur en Côte d'Ivoire, il faut avoir la nationalité ivoirienne. Même pour être transporteur. Et j'ai comme ça un ami burkinabé à Pogoué qui me disait, il cherchait à faire une compagnie de taxi et il n'avait pas la nationalité ivoirienne. Et même dans l'administration encore, même dans les privés, pour être employé, il faut être forcément ivoirien. Bon, cette loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale supérieure. Et moi, je le dis, je ne vais pas aller avec le dos de la cuillère. Cette histoire de terre là, je pense ouais, que ça doit arranger les politiques en général. Puisque en Côte d'Ivoire, la terre appartient d'abord à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi quand l'État veut faire des projets, n'importe où, l'État dédommage ceux qui ont déjà le titre foncier et commence à exécuter les travaux. Mais pour régler ce problème de terre-là, je crois que l'État a les grands moyens pour régler ces problèmes. Même dans nos villages, les étrangers qui ont payé les terres, avec certains de nos parents qui sont malhonnêtes. Parce que souvent même, il y a des parents
qui sont des cousins lointains ou bien des membres lointains des familles qui sont les vrais propriétaires terriens et qui vendent les terres là comme ça aux étrangers. Et après, ça devient, quand les vrais propriétaires viennent dans leur village, ça devient un problème. Mais on ne les poursuit pas. Regardez le cas des ébouliers, par exemple, à Abidjan. Prenons seulement le cas des ébouliers à Abidjan. Ils peuvent vendre la terre à 4-5 personnes en même temps. Et l'État même les laisse souvent à faire les lotissements et puis vendre la terre. Vous voyez? Bon, si maintenant l'État laisse les villageois, surtout les ébrouillés dans le sud aujourd'hui à Abidjan, là, où le problème de logement est devenu une véritable pression pour l'État, alors je pense que l'État devait avoir un regard, une cellule spéciale d'attribution des titres fonciers sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est Ouagadougou que tu parles. Et le ministère de la Construction a des antennes régionales dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Mais on ne parle de titres fonciers réellement en Côte d'Ivoire que dans les grandes agglomérations telles que les Abidjan, Poitiers et autres. Vous verrez aujourd'hui les gens construits dans les villes comme les Danané, les Toulebleu et autres là. On ne parle pas généralement des titres fonciers dans ces villes-là, reculées. Or, ça doit être un mécanisme contrôlé soigneusement pour qu'il n'y ait pas de guerre. Parce qu'il suffit qu'il y ait une petite dispute entre les communautés, même ivoiriennes. Regardez ce qui s'est passé récemment, par exemple, dans la région de Gaïwa. Tout de suite là, les gens s'enflamment, ça tue, et après, l'État est obligé de recourir à la force pour rétablir l'ordre, avant que les belligérants ne s'asseyent pour discuter. On n'a jamais vu de conflit terrien en Guinée, au Mali, au Burkina, au Sénégal, entre les originaires de ce pays-là et les étrangers. Mais pourquoi c'est toujours en Côte d'Ivoire? Mais il faut reconnaître aussi que nos parents en l'Ouest, là, ils sont tellement paresseux. Même quand cette loi a été prise, mais à l'Ouest, certains de nos parents-là continuent à vendre des terres aux étrangers. Et il n'y a pas de répression. On ne le poursuit pas. Et ça continue. Un Malien qui quitte au Mali pour venir, par exemple, jusqu'à Danané ou bien à Toulebleu, venir acheter 10 hectares de forêt. Mais ce n'est pas par un coup de bâton magique. Il y a le préfet qui est là. Il y a le sous-préfet qui est là. Le législateur même qui représente le député, ils sont là. Où les papiers doivent être validés, accordés pour que ça ait une valeur administrative, là, c'est les mairies, mais les maires sont là. En Côte d'Ivoire, avant sous fouille, on écoutait enquête de Komodo et d'Inkomodo avant de procéder à quoi que ce soit. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ces enquêtes de Komodo et Inkomodo, là, ça continue encore en Côte d'Ivoire? En tout cas, moi, il y a très longtemps, je n'ai pas encore écouté ce genre de messages sur la radio nationale. Et ça ne doit même pas être sur la radio nationale. Ça doit être maintenant sur la chaîne de télévision. La RTI. On a 3 chaînes aujourd'hui sur la RTI. Il y a la 2, il y a la 1, il y a la 2, il y a la 3. Mais les responsables de cette télé-là ne font que plonger la jeunesse dans des amusements qui n'apportent rien. Mobetrounao, c'est la jeunesse ivoirienne qui est en train de s'amuser. Mobetrounao, c'est la jeunesse ivoirienne qui est en train de s'amuser. Et cela dirigé, sponsorisé par l'argent du contribuable, puisque la RTI, nous payons les redevances. Et quand, depuis quand j'ai vu une chaîne, la RTI, aller à Toulebleu, Bleu-Lequin, Sassandra, Divo, San Pedro, aller faire des reportages sur les espaces qui sont là avec l'accord des mairies de ces régions-là. Nos mairies ne sont pas digitalisées, tout est manuel.
Voilà le problème. Et d'abord, là même, ça doit être une conscience nationale. Et ça passe comme ça. Mais ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui sont les complices de ces ventes de terre-là. Moi, je n'ai pas encore vu un Libanais se lever ou un Malien, un Burkinabé venir s'asseoir dans un village pour dire ouais, que c'est lui qui est le chef du village et par conséquent c'est lui qui doit vendre les terres. Mais ceux qui doivent vendre les terres là, ce sont nos propres frères ivoiriens. À la fin de la journée, on les fait quoi? Si les ouvriers qui vendent les 500 mètres carrés, 800 mètres carrés, voire même 10 hectares à 20 personnes différentes, ils prennent l'argent et puis après ils attachent leur pain comme des femmes prostituées, aller s'asseoir dans les bandidromes, en train de se saouler la gueule. Pendant ce temps-là, un gars qui est de la diaspora aux États-Unis, en Europe, en un mois en Occident, a fait plus de 20 ans, plus de 10 ans d'économie pour aller acheter une terre. Et à la fin de la journée, ces vauriens-là, ça sent très bien qu'ils ont déjà vendu même la terre à 3 personnes différentes, mais prennent cet argent-là, et après, on ne fait rien. Ils sont assis dans leur village. Et après, maintenant, le monsieur, posez la question, il y a combien d'Ivoiriens dans la diaspora qui ont subi ces malhonnêtetés de ces ébriers-là qui sont assis au bord de la lagune ébriée là-bas? Combien d'Ivoiriens de la diaspora ont subi ces malhonnêtetés-là? Et ils n'ont même pas été inquiétés. Et regardez le cas d'Axi Delta, par exemple. Elle est ivoirienne. Elle a acheté cette terre. Regardez le cas de Nyanka Bel dans la région d'Agboville aujourd'hui. Elle est en train d'être combattue sur les terres de ses ancêtres qu'elle a héritées par des Burkinabés et Maliens, au vu et au su de toute l'autorité administrative d'Agboville. Nyanka Bel, elle a un côté Touareg, mais elle est matriarcat. Parce que les Abès, ce sont les Akans du Sud. Là-bas aussi, c'est les matriarcats. Mais elle est combattue par qui? Avec la complicité de certains de ses propres frères. Mais il y a combien de personnes que tu connais, surtout les ébriers abidjans qui ont vendu des terres à différentes personnes qui sont parties en prison? Tu en connais combien, éclaireurs? Tu en connais combien? Très peu. Je pourrais dire personne. Hein? Très rarement en tout cas. Ben vous voulez que ça cesse comment? Malheureusement, nous sommes dans ce phénomène-là et ce n'est pas maintenant que ça va s'arrêter. Parce que tant qu'il n'y aura pas une loi répressive, ceux qui le font, les attraper, les montrer à la télévision, en les infligeant chacun au moins 50 ans, je dis bien 50 ans d'emprisonnement ferme. Et ça sera un avertissement par toutes ces personnes vauriens-là qui vendent les terres aux étrangers. Sinon, la loi est là. Les députés eux-mêmes font quoi? Tout le monde est dans les calculs politiciens. Tout le monde est dans les calculs politiciens, mon frère éclaireur. Or, la terre appartient d'abord à l'État. Un étranger qui a payé un terrain par exemple à 10 millions, et qu'il y a un problème là-dessus, l'État rembourse le vrai propriétaire terrien et en légitimant l'ordre à cet étranger-là, plus jamais de lui jusqu'à sa génération doit avoir encore son nom apparaître dans une histoire de terre en Côte d'Ivoire. Et non seulement on le dédommage, mais on l'expulse de la Côte d'Ivoire au moins sur une période de 15 ans. Interdiction d'apparaître sur l'ensemble des territoires ivoiriens sur une période de 15 ans. Et accompagner lui et toute sa descendance-là, leur nom ne doit plus jamais apparaître encore dans un conflit de terre en Côte d'Ivoire. Ça ne se fait pas dans les autres pays frontaliers de la Côte d'Ivoire. Ça ne se fait pas au Ghana. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire? Parce que la majorité de nos frères sont des malhonnêtes et ils sont paresseux, ils ne veulent pas travailler. Pour 10 000 francs. Ils ne connaissent pas la conséquence de 10 000 francs en octroyant un papier administratif illégal à un étranger. Ils ne connaissent pas les conséquences. Voilà.
Au Libéria, on ne vend pas de terre à un étranger. On peut faire la location. Et c'est une période bien donnée. Pourquoi il n'y a pas de Burkinabé? D'ailleurs, même moi, je te dis ça aujourd'hui, éclaireur, il n'y a pas de communauté burkinabé en Guinée. Ça, moi, je te le dis et je le confirme. Il n'y a pas de communauté burkinabé en Guinée. Peut-être qu'avec l'arrivée de Mamadou Doumbouya, là, il y a un peu de coopération maintenant avec leur association de coups d'étaïstes. Il n'y a pas de communauté burkinabé en Guinée. C'est moi qui te dis. Sur mon propre yeux, en 1995, 2 Burkinabés étaient dans le transport commun en train de traverser la frontière. Et à ce moment-là, les gens faisaient le trafic de cacao entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ces 2 Burkinabés-là, non seulement on les a fait retourner, et on les a dit que si jamais ils apparaissent à n'importe quelle partie du territoire guinéen, qu'ils seront exécutés. On les a fait retourner. Ça, c'est en 1995. Mais la Guinée a les forêts denses aussi comme la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de communauté burkinabé en Guinée. Il n'y a pas de communauté burkinabé au Libéria. Mais ce qui se passe à la frontière de Toulouse aujourd'hui, c'est moi je te dis ça parce que j'ai des parents en Toulouse. Anne Gouloto a donné tous les avantages à mes parents guéris de Toulouse. Elle a appliqué la loi de la Côte d'Ivoire qui dit qu'on ne vend pas de terre aux Burkinabés, ni aux étrangers, en tout cas pas aux étrangers. Mais qu'est-ce que nos parents guéris là font? Ok, on loue la terre aux Burkinabés qui font le café cacao. Et à la fin, quand la récolte arrive, on divise la récolte en 2 parties. Si c'est 10 tonnes, 5 tonnes pour le guéré, 5 tonnes pour le Burkinabé. Mais éclaireur, avant que les récoltes n'arrivent à terme même, c'est-à-dire que tellement que mon frère guéré là, il va prêter l'argent au Burkinabé là, pour finir là, la terre leur revient parce que ce qu'il doit aux gens là, il ne pourra pas payer jusqu'à 10 générations. Parce que lui, il prend l'argent, il bouffe. C'est lui qui est toujours en train d'organiser les funérailles et il ne travaille pas, il n'a pas d'argent. C'est-à-dire que la récolte de cette année-là, il a fini de bouffer non seulement l'argent de la récolte de cette année, mais l'année suivante, il commence à prendre des prêts, à organiser des funérailles, à organiser des mariages, et pour finir, il devient l'esclave du Burkinabé. Et les papiers sont finis. Et ils ont un contrat à durée déterminée sur une période, par exemple, de 20 ans. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la région de tout le peuple. On va dire quoi? Que ça, c'est la faute à l'État. Ceux qui sont les signataires des contrats, si ils meurent. Bien vrai que les papiers aujourd'hui sont signés avec la carte d'identité, tout et tout, mais les enfants qui viennent avec la pression sociale aujourd'hui, et ils vont commencer à réclamer, ne se reconnaissant pas dans les actes de leurs parents, ça devient un conflit. Voilà le problème réel aujourd'hui qui est là en Côte d'Ivoire, surtout dans la zone de tout le pays. Il faut qu'on travaille. Et l'État doit faire une répression dans l'administration, surtout dans les mairies. C'est glorieux, c'est dans les mairies que tout se passe. Et il y a longtemps, les gens disaient dans les pays du Maghreb que les Ivoiriens, nos jeunes sœurs là, et ils ont été précisés. Vendre nos nationalités aux Camerounais, aux étrangers, dans les pays du Maghreb, ne serait-ce que pour avoir les papiers ivoiriens et déposer la demande de passeport dans les ambassades. Est-ce que ça c'est la faute aux Camerounais? Mais nos propres parents sont à l'origine de ces fraudes-là. Eux, on n'arrête personne. Dieu merci, comme l'affaire a pris beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, avec le cas des Libanais qui a éclaté, l'État aujourd'hui a un regard très, aujourd'hui un regard très attentif
sur ces phénomènes de fraude de nationalité et autres là. Mais le problème des terres en Côte d'Ivoire, ça doit être un débat national encore. L'État, personne d'autre ne peut régler ce problème-là si ce n'est pas l'État. En dédommageant ceux qui ont acquis les terrains, les étrangers là, qui ne sont pas d'origine ivoirienne, qui ne sont pas ivoiriens, tous ces étrangers-là, l'État peut les dédommager et mettre ça sur de propriété à titre préventif, sous la protection de l'État, sous la gérance de l'État. Et tous ceux qui vont vendre encore les terres à ces étrangers-là, l'étranger, l'Ivoirien, si chacun prend 25 ans, personne ne va s'attarder encore à vendre des terrains aux étrangers. Effectivement, ce que tu viens de dire, un petit fonctionnaire qui a un salaire mensuel de 600 000 et un étranger qui a un commerçant. Mais naturellement, c'est l'étranger qui va payer le terrain. Puisque l'Ivoirien a un revenu mensuel de 600 000. Il doit faire des planifications sur une période, par exemple, de 10 à 15 ans, avant d'économiser, par exemple, honnêtement son argent, 5 millions, 10 millions, avant de s'acquérir un petit terrain pour avoir un avenir meilleur. C'est à l'État de voir ça, Ivoire. Si tu as quelque chose à ajouter, je m'arrête là au début. Ok. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Vous avez vu que quand vous avez pris le micro, tout le monde s'est retrouvé en classe et il y a quelqu'un même qui a dit, vous voyez, les commentaires ont cessé. Et effectivement, vous allez voir que les derniers commentaires presque viennent de moi-même. Comme pour dire combien de fois tout ce que vous dites est vraiment important et les gens vous suivent parce que vous ne faites pas que placer des mots, mais vous dites des choses très sensées qui sont vraiment utiles. Et vous avez tout décrit avec des exemples à l'appui. Vous avez confirmé de façon plus efficiente. Et c'est effectivement à nous de prendre conscience qu'on peut, même si le monde est dur pour nous, on peut au moins ne pas créer plus de problèmes à nos enfants. Parce que le comportement des Ivoiriens aujourd'hui est carrément inacceptable. Quand on regarde combien de fois on est dans l'à peu près et on n'est pas dans la posture de penser à demain, c'est vraiment dangereux et ça, il faut le signaler. C'est ce que je voulais ajouter. Et en même temps, signaler à tout le monde que si vous partez sur notre page, dans les commentaires, vous allez voir une image où vous voyez c'est écrit « Gendre Alerte ». C'est une nouvelle application de la Gendarmerie nationale de la Côte d'Ivoire. Si vous téléchargez cette application, partout où vous serez en Côte d'Ivoire, que vous voyez quelque chose ou bien que vous êtes victime de quelque chose, puisque vous avez l'application sur votre téléphone, on saura exactement où vous êtes et ça va permettre à la gendarmerie d'être plus qu'efficace. Et donc, tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez télécharger cette application pour essayer d'apporter votre petite part de contribution à la sécurisation du pays. Parce que la sécurité du pays, c'est d'abord chacun et chacune des Ivoiriens que nous sommes, partout où nous sommes, que nous soyons à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et le gouvernement met chaque jour que Dieu fait des nouveaux mécanismes pour essayer de vous aider à protéger nos vies et vos vies. Et donc, appropriez-vous de ces applications-là. Et le lien est déjà là, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez déjà l'utiliser. Donc, cher Aîné, moi, je n'ai pratiquement plus grande chose à dire. Et on a pu finir l'émission dans le temps. On va vous laisser le mot de la fin pour pouvoir clore l'émission du jour. Donc, vous avez la conclusion. Ok, comme je le disais, hein, je pense que cette application dont tu viens de parler, la RTI doit faire, la RTI 1, la RTI 2, la 3, doivent faire beaucoup la publication, la vulgarisation de cette application pour que les Ivoiriens aient accès à cette application-là. Ça ne sert à rien de déposer cette application et ne pas faire la vulgarisation de cette application-là sur les médias de l'État, que ce soit les chaînes de radio, les chaînes privées, pour faire cette vulgarisation pour que les Ivoiriens s'approprient cette application. Donc, en un mot, comme je le disais la fois dernière, que chaque régime en Côte d'Ivoire vient avec son Libanais. Et chaque régime vient avec ce problème de terre en Côte d'Ivoire. Et en réalité,
les différents gouvernants ne font pas face réellement à cette histoire de terre. Et c'est vraiment dommage. Voilà là où je m'arrête. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Si le problème de terre a été une réalité qui a posé problème entre les Ivoiriens, est-ce que ça ne va pas un jour poser un problème entre les Ivoiriens et les étrangers à qui nous offrons les terres aujourd'hui? C'est à chacun de réfléchir sur cette question. On dit excellente soirée à chacun et à chacune. Demain, ce sera encore un autre jour. Que Dieu nous protège tous et qu'il nous maintienne dans ses grâces. Merci à vous, chers aînés. Merci à tous ceux qui ont participé. Et excellente soirée à chacun et à chacune. Merci à vous, mon frère. Merci beaucoup.